Bonjour à tous et bienvenue dans les interviews Linkel, les interviews qui donnent la parole aux femmes entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Anaïs Lefalleur, avocate au barreau de Paris. Bonjour Anaïs. Salut Debbie, merci de me recevoir. Au plaisir, comment tu vas? Ça va, très bien, merci. Ok. Donc pour débuter cette interview, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ton parcours et qu'est-ce qui t'anime donc dans le métier d'avocate? Alors, au risque de te décevoir, je n'ai pas un parcours vraiment atypique. Pour tout te dire même, je n'avais pas la vocation d'avocat. Je n'ai pas été séduite par une plaidoirie vue à la télé. Je ne connaissais pas d'avocat. Je n'ai pas été animée par un sentiment d'injustice. Donc bref, je n'étais pas vraiment destinée à cette profession puisque, voilà, moi, ma famille, elle travaillait dans les avions. Mes parents, mes frères sont navigants. Je n'avais absolument aucun lien avec le juridique. Et bon, finalement, et c'est d'ailleurs ce qu'on peut voir chez beaucoup de personnes, forcément la famille a une influence. Donc moi, pendant un temps, j'étais persuadée que le métier de pilote de ligne était le métier de mes rêves et que c'était à lui que je me destinais. Et puis, pour la petite anecdote, quelques mois avant le bac, ma mère pourrait le raconter mieux que moi, je pense, mais je débarque et je lui dis que non, en fait, je ne veux pas être pilote de ligne. Très bien, donc qu'est-ce que tu veux faire? C'est une excellente question, je n'ai pas la réponse. Donc, par des relations, elle me met en contact avec une psychologue d'orientation. Je fais une batterie de tests pendant toute une journée, donc majoritairement des tests de personnalité. Et à la fin, elle arrive avec ses conclusions. Bon voilà, Anaïs, elle est comme ça, elle se lasse rapidement, elle est curieuse, mais elle aime l'humain, elle aime aussi le technique, donc il va falloir un peu coupler tout ça. Et puis, on arrive sur, pour moi, elle doit être soit médecin, magistrat ou avocat. Super. Donc les parents, plus ça va, plus ça va pas finalement, parce qu'ils se disent, mais comment on fait? Nous, on ne connaît pas du tout ce milieu. Et puis, donc, elle finit son analyse en disant, bon, il y a quand même une grosse dimension internationale qui l'intéresse, donc pour moi, je pense quand même qu'avocat serait un juste choix. Et puis, alors, honnêtement, moi, je me dis, bah, pourquoi pas? C'est pas une matière le droit n'est pas une matière qu'on aborde au lycée, donc par définition, c'est pas quelque chose avec laquelle on développe des affinités, mais je me dis, allez, on essaye. Je me lance dans les études de droit. Ma foi, ça se passe bien. Et puis, bah, écoute, je décide de me rapprocher de professionnels, puisque la théorie, ça va un temps. Et en deuxième année de droit, je fais un stage avec une avocate. Tout se passe très bien, mais ce n'est pas encore le coup de cœur. Et puis, en troisième année, j'ai la chance de rencontrer un avocat américain qui est inscrit au barreau de l'Illinois et de Paris et qui s'avérera être mon mentor. Il me prendra vraiment sous son aile. On a réussi à s'organiser malgré les impératifs de l'université, à créer un peu une activité, alors bon, universitaire d'une part et professionnelle de l'autre, où en fait, quand j'ai un temps libre, je vais au cabinet, rédiger des actes, faire des recherches juridiques, assister à des rendez-vous clients. Bref, il me met vraiment la tête dans la profession, une profession que finalement, voilà, moi je ne connaissais pas, puisque à l'université, on a affaire qu'à des professeurs ou en tout cas à des personnes qui ne pratiquent pas toujours la matière. Et puis me voilà partie, Master 1, Master 2, avec une majeure droit international et contentieux. Et puis, écoute, après, je passe ce qu'on appelle le concours du barreau. C'est très vulgaire pour nous, puisque pour nous, c'est le concours d'accès, l'examen d'entrée à l'école des avocats. Et qui m'a valu une bonne année de révision, assez éprouvante, avec des préparations vraiment intenses. Et puis, me voilà la veille de mon anniversaire, où j'apprends que ça y est, c'est bon, j'ai passé les écrits, les oraux, le grand oral, vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et puis me voilà partie pour l'école d'avocat à Paris. Et à l'issue d'une formation de 18 mois, à la fois théorique mais aussi professionnalisante, où je reste toujours avec l'avocat avec qui je suis,
Après, tu passes un dernier examen qui s'appelle le certificat d'aptitude de la profession d'avocat. Et ensuite, c'est la fameuse prestation de serment en janvier 2019. Et donc, j'ai eu vraiment la chance d'être guidée par un avocat qui a eu à cœur de me former. C'est rare, je trouve, dans la profession. Beaucoup n'ont pas le temps de former leur poulain et c'est parfois pas toujours facile de créer un lien de confiance et d'avoir surtout une relation saine avec les professionnels qui nous entourent. Et là, en l'occurrence, voilà, tout s'est merveilleusement bien passé. Et c'est aussi lui, je pense, qui m'a confirmé, il m'a conduit vers cette conclusion qui était celle qu'effectivement, avocat avec une tendance internationale était quand même la voie qui m'était réservée. Un très beau parcours. Et du coup, je vois que vraiment, il était limite indispensable, entre guillemets, Oui. vraiment à ta réussite et vraiment en tant que toi, avocate. Oui. Et je me dis que, est-ce que tu penses que tu aurais quand même continué s'il n'y aurait pas eu cet accompagnement aussi poussé, cet investissement de ce mentor ou d'une autre personne, en fait? C'est une bonne question. Parce qu'à mon sens, quand on est jeune, à moins d'avoir une influence qui se situe dans notre entourage, c'est difficile parce que finalement on s'identifie à la personne qui nous forme. Il y a une forme d'admiration quand même. Ouais. On se dit je travaille pour lui ressembler. Ou en tout cas la méthode avec laquelle il aborde les situations, les dossiers, les clients, les conflits, les négociations, c'est ça. Ça me dit bien. En plus, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout agressif, qui apporte immédiatement un recul à chaque situation. Et après, c'est aussi notre rôle. Hein. Nous, on est là aussi pour apporter le recul que le client n'a pas. Le client, il est pris dans l'affect, il est pris dans les événements, il subit les préjudices. Nous, derrière, on est là pour apporter des solutions, pour intervenir au soutien de ses intérêts. Mais le but, c'est pas de crier aussi fort que lui. Donc, non, c'est vrai que sans lui, je ne sais pas... Je ne peux pas te confirmer et t'assurer que j'aurais poursuivi dans cette voie. Mais en tout cas, la vie a fait que, assez jeune, j'ai réussi à m'identifier à lui et vraiment sans regret. Parce que je suis restée 2 années avec lui au sein de son cabinet. Après, j'ai été débauchée. Je suis allée travailler 1 an dans un autre cabinet. Et puis après, il était l'heure pour moi de m'installer et de voler de mes propres ailes. Mais toujours, il est toujours dans mon entourage, il est toujours à proximité. Et en tout cas, je n'hésite pas à le consulter si besoin. D'accord. Ouais, vous avez construit une très forte relation. Oui. Et c'est vrai que professionnellement parlant, c'est bien de s'entourer de personnes capables de nous élever et vraiment... Et inspirantes, oui. Et pour rebondir sur avant quand tu disais, alors je ne veux pas être pilote de ligne. Alors justement, comment tu as su que tu ne voulais pas te lancer dans cette voie? Comment j'ai su Alors, ça demande aussi une certaine réflexion. Parce qu'à 17 ans, c'est très difficile de savoir quel métier on souhaite exercer. Surtout qu'il y a, malheureusement, je mets le doigt dessus, mais il n'y a aucun accompagnement au lycée pour s'assurer que les élèves qui vont franchir le pas du bac vont s'orienter vers la voie qui leur est destinée. Beaucoup se perdent dans plusieurs, je dirais matières, mais ça peut être aussi domaine, mais ça peut être aussi professionnel ou pas professionnel. Enfin, voilà. Et puis, on perd du temps. Alors, je ne dis pas que c'est perdre du temps pour perdre du temps. On acquiert forcément des connaissances, mais on fait un peu avec les moyens du bord. Et c'est vrai que sans l'intervention de cette professionnelle, à un moment quand même charnière de ma vie, qui est quand même celle de rentrer dans la vie active, je ne sais pas si j'aurais su aussi bien m'orienter. Et peut-être que, peut-être que là, ça aurait retardé de 5 ans ma carrière, ou peut-être d'un peu moins, mais il faut s'écouter, ce qui n'est pas toujours facile, surtout quand on a une influence dans la famille. Comme je te dis, j'avais une dominante quand même qui était dans les transports. Il n'y avait aucune raison que je m'en écarte.
Et finalement, la petite dernière aura pris un autre chemin. Un petit canard. Et non, franchement, c'était pas du tout laborieux, mais c'est vrai que d'arriver à cette réflexion, c'est pas toujours facile. Mais tu as su quand même, ça qui est fort aussi, que tu as su t'y tenir et tu t'es pas dit non, c'est juste une passe et te dire bon, finalement, je vais écouter mes parents, je vais faire comme eux. Parce que c'est risqué. Pour moi, c'est risqué de perdre du temps, c'est risqué de prendre des mauvaises décisions, c'est risqué de mal s'entourer. Donc, et c'est drôle parce que ce sont des principes que j'applique aujourd'hui au quotidien, dans mon métier, mais il y a trop de risques. Et que le problème, c'est qu'une fois qu'on est engagé dans une mauvaise voie, c'est difficile de revenir. Et ce qui expliquerait d'ailleurs certaines décisions de réorientation de personnes qui n'ont pas su ou n'ont pas pu changer de vie. Et que c'est difficile aussi quand il y a une routine un peu établie. Puis c'est facile d'aller vers des chemins qui sont déjà prêts, qui nous attendent. Et que sortir un peu de cette voie, après il y a aussi forcément l'influence des autres, de la famille, de l'entourage, il y a de ce qu'on entend. Moi à l'époque on me disait avocat, oh là là c'est compliqué. Hein. Et puis les avocats, oh là là ça coûte cher. Et puis ils sont pas toujours sympas. Pour les avoir au téléphone ça prend une semaine. Enfin voilà. Donc non, j'avais pas. Voilà, ce sont des clichés en fait, puisqu'il y a autant d'avocats que de personnalités. Donc non, un avocat disponible, réactif, compétent et de bons conseils, ça existe. Super. Par rapport à ce que tu fais au quotidien, donc tu es avocate, quel type de droit tu exerces auprès de tes clients? Alors, donc, j'ai été formée en master en droit international d'abord, mais forcément, pour être bon en droit international, il faut être bon en droit interne. Pour pouvoir au mieux conseiller, comparer le droit français, voir un peu les avantages, les inconvénients, peut-être privilégier une loi étrangère, essayer de saisir un juge étranger. Il y a quand même des enjeux. Et du coup, je pourrais te dire que moi, je pratique essentiellement du contentieux, donc tout ce qui est conflit, en droit civil et droit commercial. Et puis, alors, il y a forcément une dimension de conseil. Et d'ailleurs, le contentieux est très utile parce que c'est en voyant l'apparition de litiges qu'on arrive aussi à les prévenir dans un contrat. Ce sont des situations... De toute façon, le droit, être avocat, pratiquer cette matière, c'est être confronté à des problèmes de vie. Ce sont des problèmes de personnes qui vivent et qui entreprennent, ont parfois aussi des incompréhensions. Il y a souvent un problème de communication entre les parties. Donc, on aurait envie d'intervenir que dans un certain milieu, mais finalement, c'est le client qui va nous orienter vers d'autres challenges. Et il faut aussi être à l'écoute, puisqu'encore une fois, on est le recul qu'il n'a pas. Et puis, ça peut être aussi des questions pratiques pour le client, mais qui pour nous, derrière, on va avoir des questions juridiques en disant « Ouh là là, alors attends, là, il y a un contrat là, mais il y a un côté fiscal, ou là, il y a un côté aussi comptable, il va falloir que je me renseigne. » Donc, bon. Un confrère, un jour, m'avait dit mais c'est le client qui fait ta spécialité. Il y a des clients que tu attires et qui vont parfois être dans la même matière, dans le même domaine, dans les mêmes problématiques. Et, parce que bon, moi je suis formée en droit international, j'ai une spécialisation en droit des transports, et puis finalement je m'occupe de sociétés, pas forcément en droit des transports. Donc ça peut être des affaires, ça peut être vraiment un accompagnement des particuliers, mais un vrai... Alors, il y a aussi une façon finalement d'aborder les dossiers, c'est est-ce que tu souhaites traiter que la problématique que le client t'apporte, ou est-ce que tu souhaites aussi purger un peu les problèmes qu'il rencontre autour? C'est aussi une façon d'aborder le dossier. Mais vraiment, chaque avocat va l'aborder à sa manière. Okay. Il n'y a pas de fiche pilote, il n'y a pas de plan. C'est vraiment toi qui... Est-ce que tu souhaites accompagner, par exemple, cette société ou cet entrepreneur au bout de son opération? Est-ce que tu veux vraiment le voir évoluer? Ou est-ce que tu n'arrives que pour la création de la société et après tu disparais? Et peut-être que par chance, il te recontactera plus tard. Mais ça dépend aussi de la dynamique que tu instaures. Mais à mon sens, tout entrepreneur, il doit forcément analyser les besoins de son client.
il doit forcément comprendre les difficultés, il doit avoir une longueur d'avance sur lui, surtout. lui indiquer les éventuelles difficultés à venir. Donc il y a pour moi, c'est une dynamique. Je veux bien te dire que je suis spécialisée en certaines matières, mais je m'oriente, par exemple, en ce moment, je suis beaucoup en droit des affaires, je fais beaucoup de contrats. Je n'étais pas forcément destinée à ça, mais on est formé pour ça. Donc on est compétent, mais maintenant à savoir, est-ce que tu veux rédiger des contrats toute la journée, faire du contentieux toute la journée, ou lier les deux à ta guise. Ouais, tu es un peu devenu comme une sorte de couteau suisse. Voilà. Et tu vas t'adapter en fait au final en fonction de... Il suffit de voir l'avocat américain qui organise ton déménagement, va essayer de te trouver un professionnel pour garder tes enfants. Enfin voilà, l'avocat, c'est pas très français de voir comme ça, mais dans d'autres cultures et en tout cas dans d'autres pays, l'avocat est vraiment un bras droit. Et tant mieux, puisque c'est pas toujours facile en tant que conjoint ou membre de la famille ou ami d'être objectif sur une situation. Et l'avocat va pouvoir donc apporter c'est une valeur ajoutée, finalement. C'est un plus. Ouais, donc tu as acquis ça de par justement cette formation, cette pratique que tu as eue auprès de ton mentor quelque part. Tout à fait. C'est pas quelque chose qu'on vous avait appris peut-être Ah non. Non, parce qu'en plus, allez hop, on remet le doigt dessus. Mais je pense que pour avoir échangé avec des confrères qui ont été formés à la française ou des cabinets franco-français, il y a un problème d'ouverture. Il y a un problème aussi presque de respect pour moi de la personne qui travaille pour le patron. Okay. Alors qu'avoir cette formation à l'américaine, c'était beaucoup plus gagne en autonomie, soit efficace, certes, soit rapide. Bon, c'est une chose, mais il faut que tu trouves des solutions, il faut que tu cherches. Si tu dois partir toute l'après-midi pour aller me chercher une solution, vas-y. Si tu dois aller à la bibliothèque, me chercher je sais pas quoi ou contacter je sais pas qui, vas-y. C'est vraiment l'impératif d'indépendance, d'autonomie. Et en fait, c'est ça qui te permet d'avoir une réflexion, je pense, aboutie. Parce que tu vas avoir, toi, un avis de base, c'est normal, hein, c'est humain. Puis après, tu vas être influencé par ce que tu lis ou par ce que tu entends. Et puis après, finalement, tu vas en discuter avec d'autres personnes qui vont apporter leur point de vue. Et à la fin, tu arrives sur quelque chose qui est très complet. Donc oui, je pense que ça dépend de l'influence. De toute façon, quand on est jeune, on est formaté, on est prêt à être formaté. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que c'est plus facile. Mais j'ai eu la chance vraiment d'avoir cette influence. Une bonne influence. Oui, dans le respect de ma personne, ce qui n'est pas toujours facile. Et après, voilà, peut-être que... Ce sont des questions de management, hein, souvent. Aussi, je parle des avocats, mais ça peut être parce que c'est un milieu que je connais. Mais je pense que dans bien d'autres sociétés ou entreprises, le management pourrait être étude de difficulté. Et peut-être qu'on ne se concentre pas suffisamment dessus au détriment du bien-être de ceux qui sont subordonnés. Justement, d'accord. Et est-ce que, par ton travail, tu as rencontré des difficultés justement par rapport à cette manière de fonctionner en fonction des différents clients qui justement n'adhèrent pas, ou qui ne voient pas justement l'approche en fait? Alors, les difficultés, je peux te dire que je les rencontre au quotidien. Comme ça, c'est clair. Hein, mais parce que c'est un métier aussi qui appelle, enfin je veux dire, ça change tout le temps. Et les clients sont tout aussi différents les uns que les autres. Alors, si je devais te parler de difficultés, ce serait en deux temps. Il y a la difficulté due au client et au dossier, puisque chaque situation, par définition, est différente. Il faut vraiment faire une analyse et conseiller en partant du principe que c'est quand même du sur-mesure. Je ne peux pas appliquer le copier-coller, je ne peux pas faire un copier-coller d'un dossier sur un autre. Il va falloir forcément retoucher, parce que on n'est pas du tout face soit à la même personne, soit à un dossier de même nature. On est peut-être parfois dans le même domaine, mais on est loin des enjeux ou des problématiques qui sont rencontrées. Donc c'est difficile parce que ça prend beaucoup d'énergie. Devoir rendre un service optimal
et le plus utile possible, c'est épuisant, il faut le dire, et ça prend beaucoup de temps. Moi, quand je me lance dans des conclusions et que je vois que j'y suis encore 5 heures après, je me dis, mais comment est-ce possible ? Sachant que j'ai une audience demain, il faut que je la prépare, il faut que j'ai ce client à rappeler, je dois répondre à 15 mails qui sont en attente. Donc, j'ai épuisé déjà. Voilà, exactement. C'est une organisation. Ouais. Donc, je pense que effectivement, les difficultés vont être concernant les clients. Ils viennent me voir pour ça, j'ai envie de dire en même temps. Donc, je ne peux pas leur dire, écoutez, votre dossier est difficile, même si voilà, parfois ça nous démange, mais c'est lié donc aux clients, mais aussi personnellement, forcément, il faut lier la vie personnelle et la vie professionnelle. C'est pas toujours facile de prendre du temps pour soi. La semaine peut passer rapidement, le week-end, j'en parle pas. Finalement, c'est plutôt l'entourage qui nous dit bon là, tu devrais un peu lever le pied parce que ça fait 1 mois que je n'arrive pas à te voir. Comment ça, je t'appelle à minuit, tu travailles encore ou le dimanche, quand je vais me cacher, passer un coup de fil. Mais pourquoi les clients ils t'appellent le dimanche ? Voilà. Mais après, voilà, ça dépend aussi du service qu'on souhaite offrir. Ça dépend aussi, je pense, dans quelle période de ta vie tu te trouves. Et, c'est un parti pris, de toute façon. Voilà. Et puis que j'imagine que quand on démarre, c'est le même principe pour tout le monde. C'est de la motivation, c'est de la détermination, c'est envie de se développer, c'est de tester un peu ses limites. Mais je pense que tant qu'on garde cette curiosité et vraiment ce recul qui est nécessaire, on atteint un équilibre. Et à ce moment-là, voilà, les difficultés paraissent assez faciles à surmonter. Ouais. Donc voilà, il y a des difficultés, mais de toute façon, tout le monde rencontre des difficultés. Maintenant, à savoir comment tu les abordes. C'est noté. Tout à l'heure, tu évoquais le fait que justement, au tout début, c'était un peu difficile à ta famille de digérer le fait que tu voudrais entreprendre des études pour devenir avocate. Qu'en est-il aujourd'hui ? Est-ce que la pilule, elle est passée ou Oui. Du coup, oui. Mais après, c'est vrai qu'ils n'ont pas pu vraiment me conseiller, puisque j'ai envie de dire, on connaissait personne. On connaissait pas de notaire, pas de magistrat, pas d'avocat, vraiment rien. Pas, même les juristes, on en connaissait une, il me semble, mais il y a eu vraiment comme une confiance. J'ai pas grandi dans une famille qui me fliquait. Il y avait quand même, il y avait une bienveillance, toujours une forme de surveillance, mais lointaine. On n'était pas sur quelque chose qui m'empêchait de faire ce que je voulais, même si encore une fois la discipline, ça n'a rien à voir là-dedans, mais c'est pas. Je veux dire, ils se sont comportés à l'image de comment ils se sont comportés avant. Donc c'est bon, ça a l'air de marcher, on la laisse un peu faire son truc. Sachant que, j'y mettais aussi les formes. J'étais quand même très stressée pendant les mois de révision. Je parle du barreau, mais même pour les partiels. Ce sont des périodes qui sont vraiment qui sont difficiles à vivre, où il faut renoncer vraiment c'est bien intense, à tout ce qui est tiens, on va aller prendre un verre, viens, on va manger là, tiens, on part quelques jours. Voilà, c'est fini. Et tu connais des avocats qui t'en connais qui ont vécu exactement le même parcours. Donc c'est vrai que je pense que quand on se met soi-même la pression, a priori, les parents se disent bon, je vais peut-être pas en rajouter une couche, mais bon. Après, est-ce qu'ils n'étaient pas aussi rassurés par le fait qu'un avocat s'était un peu saisi de mon cas et qui s'occupaient de moi. Pas à leur place, puisque c'est pas la même chose, mais ils disaient bon, c'est plutôt bien, ils ont une relation de confiance, ça a l'air de bien se dérouler, bref, rien à signaler. Et puis bon, après, c'est vrai que j'ai cheminé jusqu'à la prestation de serment. Mon mentor m'embauche, même si on reste libéral, mais je suis sa collaboratrice. Donc voilà, j'ai envie de dire, les parents se disent bon, ma fille est libérale, mais elle a un fixe en fin de mois. Puis jusqu'à l'installation, forcément, quand tu dis bon alors c'est quelque chose qui est pas facile à comprendre, l'installation, parce que quand on prête serment, on est, alors sauf exception, on est avocat libéral, on n'est pas avocat salarié. Donc moi je travaille pour un cabinet,
mais en parallèle, je peux développer aussi ma clientèle personnelle. Ok, Donc, à d'accord. moi de faire l'effort, d'aller la chercher ou de l'accepter ou de la refuser. Tu peux être voué au cabinet pour lequel tu travailles et puis à la fin, tu as une rétrocession d'honoraires. Ça reste quand même des honoraires, ce n'est pas un salaire, mais ça fait un fixe prévisible. Il faut facturer un certain nombre d'heures dans le mois et donc travailler pour les clients du cabinet. Ok. Mais sauf que, bon, moi, c'est vrai que je rongeais mon frein depuis quelques années. Cet avocat m'encourageant tout le temps à me surpasser. Moi, j'ai prêté serment, j'ai prêté serment en janvier. Et en février, je regardais déjà comment je pouvais développer ma clientèle. Mais bon, je me disais, allez, lance-toi, de toute façon, il va bien falloir y aller un jour. Ça, c'est sûr. Et en plus, souvent, le plus on repousse, et le moins on en a envie. Donc je me suis dit, allez, tu y vas, tu te fais un peu violence. Et écoute, comme tout, finalement, la première année, ça a plutôt bien marché. Ok. La deuxième année, les clients qu'on avait dans la première ont commencé à communiquer. Et allez hop, je récupère des clients de ces mêmes clients. Et effet boule de neige, troisième année, là je suis complètement débordée. Donc complètement. Mais après, ce qui était terrible quand même, c'est que j'avais souhaité freiner le développement de ma clientèle en troisième année puisque je démarrais dans un nouveau cabinet. Donc je me disais, voilà, faut que je joue le jeu, faut que je sois disponible et que je travaille sur leur dossier. Et ça a été très 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 difficile. Puisque là, sans aucun effort de communication, j'avais des appels très réguliers, des mails. Oui, je viens de la part de telle personne. Et puis, très bien. Et en fait, l'idée a commencé à... Enfin, je veux dire, elle s'est faite, j'ai vraiment eu un aperçu de comment je pourrais développer mon cabinet lors de mon installation. Et donc voilà, au bout de 6-7 mois, j'ai réalisé que je ne pouvais plus travailler pour un cabinet et qu'il fallait que je démarre toute seule. Et puis donc l'année suivante, je me suis installée donc, à mon compte. Donc là, je suis vraiment à mon compte. Les clients que je traite sont mes clients. Les audiences que je fais, ce sont pour mes clients. Ou alors quand je substitue des confrères. Oui. Mais en tout cas, voilà, c'est... Et pour la petite anecdote, c'est drôle parce que tu as vraiment insisté sur mon mentor, mais pour te donner une idée quand même de vraiment sa vision de vie, 6 mois avant que je prête serment, donc normalement, avant de prêter serment, tu passes la tête dans la salle d'audience, mais tu ne t'adresses pas au juge. D'accord. Et voilà, tu ne portes pas la robe, tu n'es pas légitime à représenter le client. C'est aussi une question de responsabilité, donc c'est assez logique. Et 6 mois avant, j'ai plus la date exacte, mais il m'appelle, il me dit, écoute, je suis retenue ailleurs, en Europe. On a une audience cet après-midi à 14h au tribunal de commerce. Il va falloir que tu fasses la plaidoirie. Ah. Alors il était 10h. D'accord, il faut que j'aille faire le dossier de plaidoirie, il va falloir que je m'entraîne, il va falloir que je... stress. Voilà, exactement. Mais il poursuit. Tu connais le dossier, j'ai totalement confiance en toi, donne tout. Voilà comment ça va se passer, voilà ce que le juge va te demander, voilà ce que tu fais en arrivant. Je vais t'envoyer un papier comme quoi je justifie que je ne peux pas me rendre à Paris et que je n'ai pas trouvé de confrère pour me substituer. Donc... voilà, alors moi, il me donne plein d'informations, hein, mais toi, tu bloques un peu parce que tu te dis, d'accord, donc j'ai quand même le devenir d'un dossier entre les mains. Et donc, écoute, je me lance, 14h, tribunal de commerce. Je suis pas bien, hein, honnêtement, je suis très stressée, ça se voit peut-être pas forcément tout de suite. Je vois le confrère en face, je me dis, il m'a l'air, ma foi, très sympathique, ce qui était le cas, heureusement, très bienveillant. Au début, un peu curieux de la situation, mais comment vous êtes retrouvés là? On est d'accord, vous n'avez pas prêté serment. Non, on n'a pas j'ai pas du tout prêté serment. Ça l'a perturbé. Ça arrive, ça arrive, mais voilà. Et puis, écoute, le magistrat a été incroyable parce que je lui ai expliqué la situation telle qu'elle était.
Je lui ai montré ma carte d'élève avocat. Je lui ai dit, voilà, écoutez, je suis quand même pas inconnue du domaine. Voilà, je suis en stage, voilà, tu commences à raconter ta vie. Et puis, le magistrat, bon, il dit, bon, non, mais très bien. En plus, le magistrat, ce que j'ai appris plus tard, était un ancien avocat. Donc alors là, le lien se fait entre avocat et entrepreneur, puisque bon, il a monté sa société. Et puisqu'au tribunal de commerce, ce sont des juges qui sont, pour vulgariser, des commerçants. Ce sont des juges consulaires. Donc ce sont des praticiens. Ils rendent des décisions, mais parce qu'ils connaissent leur milieu. Ils savent ce que c'est. Ils maîtrisent totalement les contrats commerciaux, les conflits commerciaux. Donc c'est très cohérent. Et donc, c'était assez drôle. Il y avait vraiment, je peux le dire, il y avait vraiment une forme de bienveillance. Et comme en plus j'étais en demande, c'est moi qui ai commencé la plaidoirie. Et puis, écoute, ma foi, on a gagné. Mais en sortant, je me disais, ah, mais c'est un beau métier, c'est vraiment celui que je vais faire. Enfin voilà, pour te montrer à quel point c'est quelque chose, c'est une approche qui est différente. Beaucoup n'auraient même pas osé envoyer leur stagiaire. Il y a une grosse confiance d'établie et il savait c'est beau parce qu'il a su le potentiel que tu avais, mais je me demande si peut-être indirectement c'était peut-être pas planifié pour justement te lancer dans le bain quelque part. Oh ça aurait pu, hein. Mais non, il n'y a eu vraiment aucune inquiétude. Ce qui, moi, j'ai envie de dire, il croyait plus en moi que moi je ne croyais en moi. Donc c'est toujours comme ça. Très bien, il va falloir que j'honore cette confiance et que j'assure. Tu l'as fait. Et franchement, t'es pas peu fier quand tu reçois la décision et tu fais « Ah bah tiens !» C'est moi ça. C'est grâce à moi ça. Exactement. Et puis voilà, et puis j'ai envie de dire, ça a été l'appel d'air. Après, t'as envie de recommencer, quoi. T'as envie d'y retourner. C'est le point de départ. Ouais. Et puis, c'est ça aussi, je veux dire... Moi, je suis très tournée contentieux. C'est pas parce que j'aime les conflits, c'est que justement, j'ai à cœur de les résoudre. Exactement. Mais c'est autre chose. C'est une autre dynamique. C'est super. Mais ça se voit, quand tu l'expliques, t'es animée par le sujet. Donc, oui, vraiment. C'est super. Alors, on va passer au moment Link. Ah L'instant Link. La question piège, c'est ça? Alors, tu as devant toi 5 cartes et je vais te laisser choisir au hasard. Attends, je vais remélanger quand même. C'est quoi, c'est des gages? Non. Alors, tu es routine. Routine. Alors, c'est quoi la journée d'une avocate? On va dire de 8h à... Bon, vu les horaires que tu dois faire, on va dire plutôt de 6h à 23h. Donne-moi quand même un cadre. Alors, la journée type... je vais essayer de te mettre vraiment une journée chargée, bien chargée. Okay. Souvent, le réveil, les mails. Direct, tu te réveilles les mails tout vraiment, tout de suite. Je fais un point sur ce qui peut être urgent à traiter tout de suite, vraiment immédiatement. Même pas un petit café d'abord avant de... Oui, en même temps, tu vois, tu as le téléphone, puis tu gères en même temps le thé. Donc, non, vraiment les mails. Puisqu'aujourd'hui, de toute façon, j'ai envie de dire, mail ou message sont des choses qu'on envoie tout de suite. Donc, et donc, je fais un point sur les mails. Après ça, donc quand je vois qu'il n'y a pas d'urgence, ou j'ai quelques heures pour y répondre, ou je peux rappeler dans la journée le client, tout ça, voilà, donc ça je traite. Ensuite, j'organise ma to-do list que je tiens à jour. Je regarde un peu ce qui traîne, si je dois rédiger des conclusions, s'il faut que je prépare une audience, s'il faut que je contacte des confrères, ou s'il faut que je rappelle des clients. S'il faut que je demande des pièces, s'il faut que j'écrive des emails pour demander des informations supplémentaires ou des éléments de manière plus générale. Et après, souvent, alors les audiences, c'est matin, après-midi, et ça ne finit pas, a priori. Après 17h30, c'est fini en général. Okay. Donc ça te donne un peu un aperçu. Donc je peux avoir une audience en fin de matinée. Alors
Par exemple, en droit international, pour un exequatur, donc pour demander la reconnaissance d'un jugement étranger en France, à Paris, c'est 11 heures le mercredi. Donc voilà, ça peut te donner aussi un aperçu. Il y a quand même, à Paris, il y a des créneaux, après j'ai envie de dire à Paris ou ailleurs, puisque je vais régulièrement à Fontainebleau, il y a aussi c'est les mêmes créneaux. Voilà, on sait à peu près quand même quand est-ce que ça va tomber. On connaît l'heure. On ne connaît pas le jour, puisque c'est le greffe c'est pas aléatoire. Fixe. Voilà, mais tu te dis, bon, bah, l'exéquatur, c'est 11 heures et à 9 heures, c'est autre chose. Et puis, bon, il faut quand même prendre le temps de déjeuner. Je le dis, mais c'est important parce que même quand on va en audience, quoi qu'on en dise, on ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre. Là, ça demande une énergie quand même. Voilà. Ça peut être le procureur qui émet des observations qui ne nous arrangent clairement pas. Ça peut être le magistrat qui nous pose des questions, mais dont on n'a même pas souvent la réponse, puisque le magistrat, c'est souvent, voilà, il va essayer de peaufiner un peu sa réflexion, parce qu'il a déjà en tête un début de décision. Donc, il va se dire, OK, donc j'ai besoin de cet élément, de cette pièce. Donc, ça peut être aussi un renvoi. Bon, écoutez, vous allez me communiquer ça lors de la prochaine audience. Donc il y a un échange qui se fait, puis en même temps tu rencontres aussi des confrères dans la salle d'audience, ça c'est plutôt sympa. Et c'est souvent bonne ambiance. Les confrères sont vraiment bienveillants entre eux, ce qui n'est pas toujours le cas quand on arrive à la barre. C'est là où l'échange, souvent assez violent, démarre. Mais ça peut être aussi perturbant pour les clients parce qu'à la barre, donc, devant le juge, on s'entretue. Et puis derrière, bonne journée, à bientôt, j'ai pris votre carte. Voilà, c'est perturbant. Donc c'est un peu un côté un peu bipolaire, mais alors pas du tout. C'est juste que ça montre aussi qu'on est capable d'avoir ce recul. C'est que voilà, on vous défend dans votre dossier, mais ça n'implique pas que je morde l'avocat adverse, quoi. Et donc voilà, pour les audiences. Puis bon, là, moi, je pratique du civil et du commercial. Je ne suis pas en pénal. Je ne suis pas non plus en droit administratif. Donc je ne suis pas dans une pratique. Voilà, non, je fais pas du tout de pénal. Forcément, on traite de questions de pénal. On est formé pour traiter des questions pénales. Mais non, je ne passe pas ma journée au tribunal correctionnel. Je ne fais pas d'assises. Donc c'est vraiment du civil commercial. Donc relation d'affaires ou conflit entre particuliers. Bien précis encore une fois, parce que je ne traite pas tout. Mais voilà, en ce qui concerne les audiences. Et puis après, en général, je prévois début d'après-midi la rédaction d'actes. C'est souvent là que je me trouve plus efficace. Et donc là, on rentre dans le dossier, on analyse les pièces, on commence à créer sa réflexion, le raisonnement qu'on va exposer au magistrat. Et puis après, après la rédaction de l'acte, on envoie au client pour observation, il confirme ou non. Et après, en général, je repars sur les mails, puisqu'entre-temps, il s'en est passé du temps. Et la pile s'entasse. Et les appels. Okay. Parce que c'est vrai que souvent, les personnes travaillent ou sont occupées dans la journée. Donc moi, il faut aussi que je m'adapte. Quand on me dit « Anaïs, est-ce que tu es disponible à 20h ?» Oui, je suis disponible à 20h. Et j'ai plaisir à être disponible parce que c'est ça aussi. Parfois, c'est pas urgent. Pour le client, c'est urgent puisque c'est son affaire, c'est son bébé, c'est son problème. Mais c'est à nous aussi de distinguer l'urgence de la non-urgence. Et on traite les urgences et puis après, voilà, on y va étape par étape. Mais c'est vrai que je fais quand même attention. Je ne laisse jamais traîner un mail. Donc ça implique forcément c'est presque une hypervigilance. Tu dis attention, parfois même tu vas te coucher et tu te dis « Oula, attends, j'ai oublié ça, il faut que je le note, il faut que même que j'y réponde. » Alors, parfois, il y en a qui doivent recevoir des réponses à 1h du matin, ils doivent se dire « En fait, elle dort vraiment jamais. » Mais en vrai, non. La fin de journée est surtout rythmée avec le contact client. Et puis, écoute, s'il le faut, je réenclenche une session de rédaction puisque... tu es aussi sur une zone dans la soirée, début de nuit, où les clients sont quand même... ils ne vont pas t'appeler. Ils sont pas... Voilà, exactement, ce que tu ne fais pas. Mais en tout cas, tu es plus tranquille, tu es plus calme et c'est plus propice pour vraiment faire marcher aussi ta créativité et voir comment finalement traiter au mieux ce dossier. D'accord, c'est une belle transition sur ma question suivante, parce que c'est vrai qu'avec des horaires comme ça, c'est comment tu arrives à concilier quand même vie professionnelle et vie personnelle?
Ce n'était pas facile, surtout que lorsque je me suis installée, moi j'y suis allée à fond, hein, vraiment, je n'ai prévu aucun moment pour moi. Bon, après je dis ça, mais même en cabinet, je prenais aucun moment pour moi, mais on se dit, bon, c'est quelqu'un qui a des attentes envers nous, donc on doit rendre des comptes. Oui. Sauf que là, tu rends des comptes, voilà, à toi-même. Ce qui peut aussi desservir, parce qu'il y a une forme de motivation et de stress. Il y a un stress financier quand même quand on s'installe, quand on est à son compte. On se dit, bon alors à la fin du mois, j'ai des charges. C'est pas parce que je suis seule que les charges ne vont pas venir. Donc il faut s'organiser, ce qui pour moi était difficile, parce que vraiment j'étais la tête dedans. Donc là, je peux te dire que je suis sur une bonne vitesse de croisière, où je prends le temps d'aller faire mon sport, de faire mon yoga. Quand même, quand mes proches m'appellent, j'ai la politesse de répondre. Mais c'est vrai que c'est pas toujours... c'est pas facile. Et en plus, il faut faire attention, parce que parfois, on pourrait aussi envoyer le mauvais message quand tu réponds tout le temps à un client, il part du principe que tu es tout le temps disponible, ce qui n'est pas vrai. Parfois, c'est aussi un concours de circonstances. C'est bon, bah là, je suis disponible, il a de la chance. Et c'est tout le temps le même, donc il a vraiment beaucoup de chance. Mais il y en a beaucoup qui, forcément, ils doivent te laisser un message vocal ou ils doivent procéder par email, parce que voilà, je ne peux pas être comme ça disponible. Je ne peux pas interrompre l'audience en disant, écoutez, ça fait 2 fois qu'il m'appelle, faut que je réponde. Non, mais la magistrate va te dire, très bien, vous sortez et revenez plus, quoi. Donc, il faut vraiment avoir cette souplesse. Mais encore une fois, je reviens à ce que j'ai dit avant, cette question d'équilibre. Et une fois que l'équilibre est atteint, de toute façon, on le sent tout de suite. Oui, la fatigue, la charge mentale, on devient soit agressif ou sur la défensive. On reste humain quand même, hein. Nous ne sommes pas que des professionnels. Nous ne sommes pas que des conseils permanents. On a aussi une vie à côté. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que je connais des consoeurs qui me disaient, non mais moi, le week-end, on ne compte pas sur moi, urgence ou non. Peu importe. Je reviendrai lundi matin et je verrai. Voilà. Après, c'est aussi, ça peut aussi s'expliquer par une vie de famille que je n'ai pas, mais en tout cas, non. Après, mais c'est souvent les autres qui attirent notre attention sur le fameux déséquilibre. Oui. Bon, là, il faut vraiment que tu arrêtes. Où on te parle, mais on a l'impression que tu es en train de réfléchir, tu es en train d'analyser un régime dans ta tête. Mais bon, j'ai vraiment... ça recoupe ce que j'ai dit avant. J'ai eu un entourage vraiment bienveillant. Mon conjoint m'a énormément soutenue. Il m'a même encouragée. Ça a été le premier à me dire, bon, allez, installe-toi là. En dépit d'autres qui pouvaient me dire... Ah mais attends, parce que donc tu n'auras plus de fixe tous les mois. Ah oui, oulala, c'est dangereux, hein, puisque bon, on a une idée du salariat comme principe, mais finalement, il n'y a pas que ça. Et que c'est un confort auquel forcément on renonce quand on s'installe et quand on est finalement dépendant de soi-même, mais sans regret. Ouais, tant que ça te convient, c'est le plus important. Oui, vraiment. Vraiment, c'était pas... Et je pense que c'est aussi lié à la personnalité. C'est aussi lié à la personnalité, à comment tu vois la vie, ta façon d'apprécier la liberté. Alors moi, je les défends, les libertés, mais je veux dire, je l'ai aussi dans mon quotidien. Bien sûr. J'organise ma journée comme j'en ai envie, et alors qu'en cabinet, c'était clairement pas le cas. Donc là, on est vraiment sur l'illustration de l'indépendance et de l'autonomie à son maximum. D'accord. Et ma question suivante, c'est par rapport du coup donc au contentieux que tu exerces au quotidien par rapport à tes clients. Est-ce que tu évoquais même tout à l'heure que des fois ça peut être assez violent avec un confrère. Est-ce que tu as par moment ressenti cette violence? Est-ce que c'était plus propre au dossier ou tu ressentais que c'était peut-être propre à ta personne, surtout à ta personne en tant que femme? Non. J'ai pas souvenir d'une audience ou d'une affaire qui a été difficile en ce sens. Tu sens quand même
parfois un peu de machisme, mais bien remis à sa place souvent. Après, c'est bon. Non, j'ai pas eu de... C'est pas eu ce genre de confrontation. Là, non, et surtout que là, il y a de plus en plus de femmes avocates. Il y a une majorité de femmes au barreau, il me semble. Alors, je m'interroge, est-ce que c'est barreau de Paris ou tout barreau confondu? Mais on est à plus de la moitié de femmes. Donc, en fait, et les magistrats, c'est pareil. Avant, c'était peut-être, on avait plus tendance à avoir des magistrats hommes, et maintenant, la nouvelle génération, sont des femmes. Et qui rendent d'ailleurs de bonnes décisions. Mais je veux dire, non, il n'y a jamais eu d'animosité à ce niveau-là. Surtout que voilà, j'ai envie de dire, moi j'arrivais sur un terrain connu, puisque moi je suis arrivée, ça faisait déjà quand même un moment que les femmes avaient bien colonisé la profession. Et ça n'a pas été simple d'y accéder, mais une fois que c'était fait, c'est bon. Ouais. Puis bon, après j'ai envie de dire, c'est aussi, je pense que c'était aussi un peu forcé, parce que les femmes apportent, un homme va apporter quelque chose, une femme va apporter aussi quelque chose, ça dépend. Il y a des clients qui me disent, même des clients hommes qui me disent, mais moi je préfère une avocate. Alors il y en a certains qui disent, oui, mais parce qu'elles sont plus fourbes. Alors non, c'est pas forcément ça que je veux dégager comme image, mais... voilà, en tout cas, c'est largement établi. Et pour toi, c'est propre à tous les droits ou c'est certains secteurs, c'est le droit fiscal? Ça dépend. Non. Je pense que ça dépend. J'ai pas les statistiques en tête pour te dire quelle matière serait plus occupée par des femmes ou des hommes, mais ça dépend. Mais je crois que j'ai eu une fois un client qui n'a pas donné suite, puisque nous, dans le jargon, on dit je connais un avocat, on ne dit pas forcément je connais une avocate. Et donc un confrère m'avait mis en relation avec un client, et je crois que le client a été surpris en m'entendant, en me disant mais je pensais que c'était un avocat. Je dis oui, mais alors au fond, où est le problème? Mais après, j'ai envie de dire, c'est un lien de confiance. Que ça ne marche pas de son côté ou que ça ne marche pas du mien, on arrête. Même moi, je peux délaisser un client parce que je considère que la confiance est rompue. Donc voilà, là, je sentais que ça n'allait pas le faire. C'était quand même, je sentais un inconfort de son côté. Bon, on lâche l'affaire et puis on le relâche dans la nature et puis il trouvera un avocat. Et peut-être qu'à l'avenir, il posera les bonnes questions en disant mais alors ton avocat, est-ce que c'est une avocate ou un avocat? Ah bah oui, parce que ça va le marquer. Hein, donc exactement. Il va m'oublier pour la prochaine fois. Non, je l'ai juste senti une fois, mais avec les confrères, non. Surtout qu'on est, quand même, dans 99% des cas, on est vraiment confraternels. On se soutient. C'est drôle parce qu'on fait souvent bloc devant un client qui chercherait à nous opposer. Donc, non, faut pas. Je considère quand même on est une belle confrérie, et ce qui n'est pas toujours le cas dans d'autres professions réglementées comme la nôtre. Mais non, vraiment, et les hommes parfois sont très heureux de nous voir. Enfin, je veux dire, aux événements, on est présente, il n'y a pas du tout de difficulté, vraiment. C'est une bonne chose. Voilà, j'ai pas noté, en tout cas, de malaise à un quelconque moment dû à mon sexe. D'accord, c'est très bien. Oui. Faut que ça continue. Exactement. Et donc pour finir, quelles recommandations donnerais-tu à une femme qui souhaite exercer la même profession que toi? Alors, à mon sens, il faut déjà bien s'entourer, chercher à être curieuse, chercher à contacter des avocats. Puisque voilà, il arrive que parfois on n'ait pas le temps de répondre toujours aux messages, mais il arrive aussi qu'on l'ait. Donc, et d'ailleurs c'est drôle parce qu'il y a une jeune fille qui a démarré ses études de droit qui m'a demandé si elle pouvait venir avec moi une semaine faire un stage. Et ça m'a fait très plaisir, c'est très touchant en fait, parce qu'on se dit bon bah super, maintenant à moi aussi d'exceller dans la formation. Donc déjà bien s'entourer et prendre confiance. C'est pas toujours facile, et surtout qu'il y a vraiment, on entend quelque chose, c'est contredit le lendemain. Il faut vraiment vérifier ses sources et rester solide. Et surtout, je pense, avoir confiance, mais aussi connaître ses limites. Toujours garder une zone d'humilité qui est nécessaire. Puisqu'en fait, en gardant cette humilité, tu te remets en cause et donc tu deviens encore meilleur.
c'est le jour où on s'assoit sur ses acquis que là, ça devient dangereux. Ça devient dangereux pour nous, pour le client, pour le dossier, pour la relation avec le confrère. Voilà, il faut vraiment se dire qu'on ne peut pas être bon partout et que toujours demander conseil. Voilà, moi, j'interroge régulièrement mes confrères. Soit parce que je sais qu'ils ont une expertise en la matière, ou soit parce que je me dis, bon, alors, je vais lui demander son avis, voir comment, humainement ou techniquement, il pourrait m'aider. Est-ce qu'il a une idée? Est-ce qu'il va confirmer comment moi j'ai abordé le sujet, le dossier, le problème, le client? Et donc, non, vraiment avoir il faut rentrer dans un cercle vertueux pour moi. Et il faut faire attention parce que des personnes auront tendance, juste parce qu'elles-mêmes n'arrivent pas à sortir et n'arrivent pas peut-être à se réaliser, il ne faut pas toujours réagir au warning. Ah mais attention, tu ne vas plus avoir de fixe tous les mois. Et alors, qu'est-ce que ça coûte de prendre le risque? Bien sûr. Je veux dire, revenir en collaboration ou revenir dans un salariat, ce n'est pas une fatalité. Et encore faut-il avoir essayé pour savoir ce qui nous correspond vraiment. Donc non, pour moi, et puis bien s'accompagner. Moi, je suis accompagnée d'une comptable qui est géniale, très réactive, très disponible, et puis de confrères. Et puis après, voilà, un entrepreneur, j'ai envie de dire, s'il a besoin, il faut qu'il aille voir son avocat. Pour commencer. Mais voilà, il faut demander conseil, il ne faut pas avoir peur. Après, parfois, oui, ça coûte, mais ça coûte encore plus cher de se louper. Ça, c'est sûr. Oui. Écoute, merci beaucoup. Anaïs, c'était un plaisir de t'avoir. De même. Merci beaucoup pour ton invitation. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt pour un prochain interview LinkedIn.